Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, ce n'est pas votre nom mais votre talent et votre travail qui vous ont permis de décoller professionnellement. Vous poursuivez cet envol en évoquant au théâtre celui qu'un petit prince a fait roi. Bonjour Arthur Jugnot. Bonjour Jacques. On se retrouve, on s'était vu il y a quelques années et vous avez aussi officié sur Sud Radio. Mais là, on va parler aujourd'hui de vous, bien sûr, mais également de ce spectacle sur Saint-Exupéry qui est un événement au Splendide, si vous en êtes d'accord, bien entendu. Mais avec plaisir. Alors, on va revenir sur des dates connues ou inconnues de vous. La première, je suis certain que vous la connaissez, c'est le 2 décembre 1980. Oui, c'est ma date de naissance et mon prénom, je suis incollable dessus. Voilà. Mais en même temps, si j'évoque cette date, c'est par rapport au faire-part et une voix qu'on retrouve avec bonheur. Est-ce que tu veux faire partie d'une équipe qui est en train de se monter Il m'a présenté à Cavana et c'était les débuts de Harakiri. C'est Cabu, notre cher Cabu, car il a fait le faire-part de naissance où j'apprends que vous pesiez 3,2 kg. Et tout à fait. Et alors j'ai une petite anecdote sur ce faire-part qui est rigolote. C'est un faire-part. Bon, Cabu qui avait un style, on va dire, pas forcément à mettre entre toutes les mains ou devant tous les yeux. Oui. Et dès que mon père qui était très ami avec toute cette bande-là, et donc il lui avait fait un faire-part où ma mère dénudée, il y a mon père qui sort le bébé avec encore le cordon qui prend douille, et un peu comme dans le Roi Lion, il tient l'enfant et il dit un petit beauf est né. Voilà, donc une petite vulgarité, mais sympathique et rigolote, surtout dans l'air du temps. Et mes grands-parents maternels, qui étaient beaucoup plus conservateurs, ont été absolument outrés de ça, ont écrit une lettre à mes parents en disant « mais vous pouvez pas faire un faire-part comme ça ». Donc voilà, c'était rigolo. Et le faire-part, on l'a gardé, il est chouette. Oui, et le beauf d'ailleurs, le personnage a été inspiré par Cabu parce que c'était le propriétaire du café où il passait adolescence ses après-midi au lieu d'aller au lycée à Châlons-en-Champagne. Ah bah ça, je savais pas. J'apprends des choses en plus dans cette émission. Oui, c'est exactement le même principe. Alors, vous ne faites pas les études du Grand-Duduche qui sont absolument nulles. Vous faites de très belles études. Vous allez passer un bac international. Vous êtes ce qu'on appelle un bon élève, Arthur Jugnot. Alors, je suis un élève qui sait qu'à 10, s'il a 10 de moyenne, personne ne l'embêtera. Donc j'ai eu, voilà, toute ma vie, j'ai eu 10-0-0, juste pour qu'on me laisse tranquille. J'étais assez... En fait, j'écoutais beaucoup en cours parce que ça me passionnait beaucoup, mais il était absolument hors de question de faire un devoir à la maison, quoi. Donc je faisais vraiment le minimum... C'est passé tout le temps. Mais c'est passé tout le temps. Et au bac, j'ai eu 12,80. Enfin, même mes parents étaient étonnés. Et pourquoi un bac international? Alors, parce que ma mère avait une copine qui avait son fils là-bas. Et en fait, c'est un bac international, c'est un cursus qui est totalement anglophone. Et donc, pour elle, c'était assez extraordinaire de voir que les enfants pouvaient être bilingues, vraiment bilingues tout petits. Et elle s'est dit, c'est formidable, comme ça, s'il veut aller travailler aux États-Unis, en Angleterre. Et puis, bon, je me retrouve en fait sur les grands boulevards à Paris, mais j'aurais pu faire un métier à l'étranger. Oui, mais en même temps, le théâtre, c'était pas forcément au départ votre vocation, Arthur Jugnot. Alors, c'était pas ma vocation, mais je me suis surtout voilé la face en tant qu'adolescent. Quand je pense que j'étais très attiré par ça, mais je me disais non, de par mon patronyme, tout ça, je me dis non, je vais faire autre chose, etc. Et en même temps, j'avais envie de raconter des histoires, donc j'ai eu envie de faire une école de... Enfin, d'abord, j'ai eu mon bac avec brio, comme je viens de le dire. J'ai dit à mes parents que j'allais faire une petite année sabbatique pour vous remettre du bac. Pour me remettre de toutes ces années à travailler intensément. Et ils m'ont dit que ça faisait 17 ans que j'étais en année sabbatique, donc il fallait que je fasse quelque chose, n'importe quoi. et donc j'avais cette envie de faire une école de cinéma à Londres. J'étais allé, et puis pour les rencontrer, sauf qu'ils ne prenaient pas de mineurs. Et j'ai eu mon bac à 17 ans, pas parce que je suis bon, mais juste parce que je suis né en fin d'année. Et donc ils m'ont dit, formidable, venez, mais l'année prochaine, parce que cette année, c'est pas possible. Donc d'où cette proposition d'année sabbatique. Mes parents ont dit non, ça, il en est hors de question. Et donc, je suis allé m'inscrire dans un cours de théâtre chez Jean Périmoni parce que je m'étais dit, tiens, c'est bien de prendre une caméra, d'avoir envie de faire des images, de la jeter en l'air et de se prendre pour Besson, mais il faut savoir diriger un acteur. Et ça, il n'y a pas d'école de direction d'acteur. Donc, je me suis dit, je vais aller voir un prof de théâtre, parce qu'un prof de théâtre, c'est quelqu'un qui va prendre un acteur, par définition, en première année, qui a priori a jamais rien fait, qui sait pas jouer et qui va le diriger. Donc il va lui apprendre à jouer une scène. Et je me suis dit que c'est ce qui se rapprochait le plus d'un directeur d'acteur ou en tout cas d'une école pour apprendre à diriger les acteurs. Donc je me suis inscrit dans un cours de théâtre.
j'ai regardé comme ça pendant 2-3 mois, et puis un jour, mon prof m'a dit, dis donc, au fond, là, tu passes sur scène. Et j'ai dit, non. Il m'a dit, si, demain, tu écris un petit texte, 1 minute, n'importe quoi, et tu passes sur scène. Et j'étais pétrifié, et puis en plus, j'étais dans une école on était 80 en première année, et donc j'arrive, on me dit, dis ton nom, ton prénom. Moi je dis Arthur, parce que il y a une espèce de, pas de honte, mais de se dire, c'est que des gens qui rêvent de faire du cinéma, etc. Moi j'ai baigné là-dedans, donc tout d'un coup tout le monde va venir me poser des questions. Donc j'étais très intimidé, puis finalement j'ai écrit un petit texte, et puis j'ai joué pour la première fois comme ça sur scène, et j'ai eu une espèce pas de révélation, parce que je le savais en fait, mais un déclic en disant que j'étais extrêmement bien sur scène et que j'allais faire ça. Et je devais aller donc l'année d'après à Londres faire cette école. Et finalement, en 6 mois, je m'étais fait une bande de copains. On avait déjà monté 2 spectacles. On avait une camionnette. On partait à Angoulême, monter des trucs. Enfin bon, c'était. Donc je suis jamais parti en Angleterre. Mais c'est pas fini. Je dirais peut-être. On verra un peu plus tard. Mais le déclic aussi, je crois, Arthur Jugnot, c'est quand vous avez vu combien votre père était heureux en rentrant de tournage, alors que les parents d'autres enfants étaient beaucoup moins heureux, beaucoup moins joyeux. Oui, alors ça, c'est pas un déclic, c'est une ambiance de vie. Et c'est vrai que d'avoir des parents qui sont passionnés, qui sont heureux, comme tout, d'aller bosser, qui sont excités par des nouveaux projets, forcément, ça donne envie. C'est-à-dire quand on commence à devenir adulte et qu'on se dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie, on a envie d'être heureux, en tout cas d'essayer. Alors, bien sûr, Gérard Jugnot, votre père n'était pas là tout le temps, tournage oblige, mais quand il était là, alors là, c'était la fête entre vous deux, c'était les jeux permanents et quelquefois les jeux à risque. Ouais, c'est-à-dire qu'on me demande souvent, on me dit, votre papa, il était rigolo. Et j'ai dit souvent, mon père était plus casse-cou que rigolo. Et mes parents étaient séparés, et donc mon père avait le syndrome, comme beaucoup de pères séparés, de se dire, je l'ai un week-end sur 2 et tous les mercredis, donc il faut que je l'occupe, donc il faut que je trouve plein de trucs à faire, alors que quand on vit tout le temps avec ses parents, il y a le quotidien, etc. Donc là, il fallait pas qu'il y ait de quotidien, donc il fallait que chaque week-end, il trouve des nouveaux trucs. Et c'est vrai que tout môme, il m'emmenait faire du rafting, du canyoning, du karting, enfin il adore ça d'ailleurs. Et moi aussi, il m'a refilé cette passion-là, parce que maintenant avec mon fils, je l'emmène faire de l'acrobranche, du paintball. Enfin voilà, c'était l'activité à tout prix. Et c'est vrai que s'il y a un peu des sensations fortes, c'est plus sympa. Oui, enfin pas toujours à tout prix. Je me souviens d'un week-end à Biarritz où nous étions tous les deux sur le terrain de rugby. Ouais. Et il a vu les joueurs aux Olympiades. Voilà. Ouais. Et il se trouve, il s'est assis, il a regardé les crampons, il a tourné les crampons en disant comment on trouve RTL au Sud Radio. Il n'a jamais été sur le terrain. Il n'a pas été sur le terrain. Non, moi j'y étais à sa place, et quand j'ai vu une sorte de géant de 2 mètres de haut foncer sur moi, j'ai jeté la balle de l'autre côté. Et lui a applaudi. Ouais, je pense qu'il est venu sur le terrain pour faire une photo ou deux. Oui, juste pour savoir. Alors, en revanche, il vous aidait aussi à faire vos devoirs, Arthur Jugnot. Oui, complètement, oui, parce qu'il avait ce syndrome du père, justement, encore une fois, séparé, qui veut vraiment faire en sorte que quand c'est lui qui est responsable de moi, que les devoirs soient faits. Voilà, c'est-à-dire que sa vie était extraordinaire, et en même temps, il voulait qu'il y ait une vraie normalité, pour que je sois pas totalement déphasé. Donc, on pouvait tout d'un coup partir skier un week-end, ce qu'on fait quand même rarement. En revanche, il fallait que les devoirs soient faits avant de partir. Donc, il avait cette éducation, comme certains, de dire voilà, on peut faire une grosse bêtise, ça arrive de temps en temps. En revanche, si on sort de table sans débarrasser, ça, c'est qu'on est mal élevé. Oui, et Gérard Jugnot vous a inculqué aussi une valeur essentielle de la vie. Il disait qu'on n'a pas besoin de se droguer pour réussir. Et ça, c'était un principe chez lui, et c'est devenu un principe chez vous. Oui, c'est plutôt un principe légal déjà. Mais oui, pas toujours respecté. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est-à-dire que dans ces carrières hors normes, qu'il y a souvent chez les acteurs, les chanteurs, enfin les gens très connus, souvent il y a des grosses addictions, que ce soit la drogue, l'alcool, etc. Ou au départ parce que c'est des gens torturés, ou parce que c'est pas forcément évident de gérer des énormes notoriétés comme ça. Et c'est vrai que mon père il a toujours une vraie normalité dans son
voilà, dans sa vie et même dans sa bande de copains, tout ça, c'est des gens plutôt qui ont la tête sur les épaules, voilà, alors qu'il y a eu tellement de vedettes qui sont morts d'overdose, de trucs machin. Donc moi j'ai eu la chance de grandir dans un environnement extraordinaire, mais en même temps très sain. Oui, alors... Et c'est vrai que après on se construit ou en admiration ou contre ses parents, et pour le coup moi, je suis très... maintenant j'ai un mot, mais c'est vrai que c'est ma crainte absolue, c'est de se dire, ah là là, il va se mettre des trucs dans le nez, le machin. C'est-à-dire que j'ai tellement vu mes parents me dire, la drogue, il y avait à l'époque, c'était tabou chez plein de gens, mais pour mes parents qui étaient dans ce milieu artistique, ils pouvaient en parler. Donc ils me disaient, mais la drogue, tu peux, mais regarde, on va te montrer, lui, voilà, il s'est drogué, lui, il s'est drogué, lui. Et c'est vrai que plutôt que de me dire, t'as pas le droit, ils m'ont dit, regarde, tu peux le faire, mais voilà, et c'est pas forcément formidable. Et donc j'ai eu cette chance de jamais être attiré par ça, et c'est formidable. Oui, et il y avait autre chose en revanche qui marchait très bien à cette époque-là, beaucoup moins aujourd'hui, c'était les blagues et les farces. On en fait moins aujourd'hui. Je crois que Gérard Jugnot en faisait aussi, et il était la victime idéale de ses copains du Splendide. Moi, une anecdote un jour qu'il m'a raconté, il est en week-end avec ses copains se cachent la nuit, mettent des bas de soie sur la tête, rentrent dans la chambre avec des faux pistolets, et Gérard Jugnot se réveille d'un trait, lève les mains et dit, vous pouvez tout prendre les gars, je suis pas chez moi. Ah oui, c'est vrai, il y a eu cette anecdote-là. Mais c'est vrai que c'est une époque où on faisait beaucoup plus de farces qu'aujourd'hui. Maintenant, on fait plus de farces avec des pistolets déjà. Non, ça c'est fini. Mais si, on fait des farces. Moi, on part beaucoup en tournée avec les camarades, et ça nous arrive on vide les chambres des uns des autres, on commande des petits déj à 4h du matin. Ouais, on aime bien, on est un peu farceur. Voilà. Alors, il y a aussi votre autre passion que vous cultivez le plus régulièrement possible, c'est la magie. Arthur Jugnot, il y a eu le Futuroscope, on sait que vous avez fait une attraction, mais c'est une passion chez vous. Ouais, j'ai fait une rencontre quand j'avais 18 ans, parce que j'étais pas fou de magie quand j'étais môme, et tout d'un coup, j'ai eu un vrai coup de cœur, une révélation, et après, un peu comme un apprenti pianiste qui va tout d'un coup faire des gammes toute la journée, j'ai appris quelques bases, et après, pendant 2 ans, j'ai fait ça tout le temps. Je regardais la télé, je jouais avec des cartes, des pièces, etc. Et je suis tombé vraiment dedans, et c'était assez formidable. J'ai monté plusieurs spectacles, et j'en ai produit plein. Et c'est vrai que j'adore ça, et je suis très heureux de découvrir un nouveau spectacle de magie. C'est encore un peu mon dada. J'en fais moins, mais c'est encore un peu mon dada. Oui, et les deux maîtres en la matière, c'était d'abord Robert Houdin, qui a créé un cabinet de curiosité. Que j'ai pas connu. Hein. Non, voilà, mais qui a été un pionnier. Et il y avait Mac René au Crazy Horse Saloon qui ratait tous ses tours. Alors, c'était un travail monstrueux de rater tous ses tours, mais ça marchait très bien. Ouais, et en plus, c'est plus ma magie, moi, parce que j'ai toujours monté des spectacles de magie comique, alors que ça soit ou du stand-up magique ou des choses un peu plus construites, mais on est tout le temps dans l'humour, parce que l'humour permet de déclencher d'autres émotions, et surtout de se dire, tiens, il va foirer, et au moment où on s'y attend moins, d'être impressionné, et surtout d'avoir des variations. C'est-à-dire que sinon c'est waouh, mais c'est waouh. C'est ça qui c'est peut-être pas très intéressant, mes onomatopées à la radio, mais j'aime bien, voilà, ces différentes progressions d'émotions. Voilà, on va aussi progresser sur votre vie avec la magie de votre spectacle à une autre date, le 30 décembre 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Arthur Jugnot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Arthur Jugnot. Nous parlons tout à l'heure de Saint-Exupéry, le mystère de l'aviateur qui est au Splendide. Mais là, il y a une date que j'ai repérée qui est le 30 décembre 2010. Je crois que c'est votre première grande interview télé, 5 minutes à la fin du journal de 13h, et vous évoquez une pièce à 2 lits du délit qui est un succès, et finalement un succès qui renouvelle le vaudeville avec une nouvelle génération de comédiens. Oui, alors c'était père ou fils, tout à fait. Alors c'est à 2 lits du délit. À 2 lits du délit. Alors, oui, c'était à la Michaudière. Donc à 2 lits du délit,
30 décembre, je l'ai commencé en septembre. Oui, c'était une émission, d'accord. Une émission de joint télévisé de 13h. D'accord. Où vous passiez 5 minutes, ce qui était rare à l'époque pour un jeune comédien. Très bien, pardon, j'étais perdu, j'étais sûr. Oui, et donc c'était quoi la question? Donc, finalement, c'est la première fois qu'on voit à la Michaudière une nouvelle génération d'acteurs. C'est-à-dire Gérard Jugnot et les autres y ont été. Oui. Et là, vous arrivez. Alors oui, c'est vrai. Et c'était un pari d'ailleurs de Stuart Vaughan qui co-dirigeait le théâtre à l'époque. Avec Jacques Crépineau. Avec Jacques Crépineau, complètement. Enfin, Jacques, c'était le directeur du théâtre, mais c'est Stuart qui s'occupait des spectacles, la direction artistique. Et il y avait eu toutes ces pièces de boulevard. Il y avait eu Mon Père, mais il y avait eu plein de pièces. Il y avait Perrin, Roland Giraud, enfin bon, François Perrier, tout le monde. Et tout d'un coup, il avait une pièce qu'il n'arrivait pas à monter. Et il s'est dit, mais est-ce que je la monterais pas avec des jeunes? Et puis il avait contacté Garnier et Santou, qui était un duo qui en plus qui avait pas de notoriété à l'époque. Vraiment, il les avait vus dans un petit café-théâtre. Et puis il était venu me voir dans Chant en Poche que je jouais au Théâtre Saint-Georges. Et il a dit, écoute, vous avez la Vissa Comica, j'ai envie d'essayer de faire ce pari-là. Et le Théâtre de la Michaudière fait 600 places, donc c'était quand même un gros pari. On était très peu médiatisés. Et le spectacle a cartonné. Ça, on a joué plus de 300 fois, 100 fois en tournée. Et les gens étaient hilares. Et surtout, les gens riaient tellement fort que ça devenait un spectacle commercial. Le qualitatif devenait commercial. Le fait que tout d'un coup, les gens passaient une tellement bonne soirée, on pouvait, dans un gros théâtre, monter un spectacle sans une énorme tête d'affiche. Et c'était chouette d'avoir relevé ce pari et ce défi. Mais vous étiez tout timide parce que quand vous évoquez ce spectacle à la télé, c'est les débuts, vous y croyez pas trop. Vous étiez surpris par ce succès, Arthur Jugnot. Ah bah oui, et heureusement qu'on a de l'humilité, qu'on se dit pourquoi, mais à quel moment 600 personnes tous les jours vont venir voir ce spectacle ou vous voir. Enfin, donc, et c'est vrai qu'on est toujours étonné, et même moi, depuis j'ai fait 30 spectacles, que ce soit en tant que metteur en scène, comédien, producteur, et je suis toujours étonné que les gens viennent, surtout au début, parce que parfois on commence un spectacle, il n'y a pas encore eu de pub, il n'y a pas de machin, mais même une affiche. C'est-à-dire qu'il y a des affiches partout dans Paris de tout. Pourquoi est-ce que les gens allaient voir ça ou ça? Donc on est surpris et agréablement surpris de la curiosité des gens qui recherchent, qui disent qu'est-ce qu'on peut aller voir, qui lisent, qui regardent, qui disent tiens, ça me donne envie, et c'est très gratifiant. Voilà, parce qu'en fait, ce public qui venait vous voir, il était habitué à voir sur cette scène Jacqueline Maillan, Michel Roux, Jean-Jacques, qu'on a oublié aujourd'hui et qui a joué plus de 1000 fois le Vison Voyageur. Mais Arthur Jugnot et sa troupe, ils sont venus d'office. Ouais, c'était aussi une époque où il y avait les fameuses 50% en première. Et c'est-à-dire que le théâtre, il n'y avait pas de réduction. Aujourd'hui, il y a des réductions pour tout le temps, sur Internet, etc. Mais à l'époque, le théâtre avait un prix qui était relativement élevé pour les gros théâtres privés, mais il y avait 3 semaines de 50%. Et donc, pendant les 3 premières semaines, c'était bourré à craquer. Ce qui permettait de lancer justement ce bouche à oreille. Et donc voilà, on a joué 3 semaines bourrées à l'avance. Les gens ne savaient pas trop, c'était des habitudes. Bon, bah, c'est 50%, je vais y aller. Et vu que ça rigolait très fort, c'est parti. Alors, il faut savoir que le vaudeville, au départ, c'est une forme de spectacle qui est né en Amérique du Nord et qui est venu en France au début du XXe siècle. Et l'origine du terme, c'est un dérivé d'expression française, voix de la ville. Et ça proviendrait aussi des chansons normandes qui avaient cours depuis plusieurs siècles dans le Val de Vire, donc vaudeville. Voilà. Alors, parce qu'il y avait beaucoup à la façon de la biche, des chansons, des opérettes comiques. Exactement. Mais vous l'avez modernisé car le rythme que vous avez mis dans ce spectacle n'avait rien à voir avec celui des décennies précédentes, Arthur Jugnot. Oui, alors après, c'est aussi c'est générationnel, c'est-à-dire que tout à coup, il y a des générations qui ont grandi avec des pièces qui, à l'époque, ça durait 2h30, 2h40, il y avait un entracte. Maintenant, on fait des pièces d'1h30. Les intrigues sont plus rapides, on va tout de suite droit au but. C'est aussi notre génération, nous, d'auteurs, que ce soit Mélodie Mouret, Alexis Michalik, etc. On a grandi avec des feuilletons, du Netflix, du 40 minutes. Il faut qu'on soit tout le temps pris dans les enjeux dramatiques. Et donc, je pense qu'on est en ce moment, en tout cas, dans une espèce de
pas forcément de mode, mais voilà, d'ambiance où il faut que ça aille vite. Alors, le théâtre de la Michaudière, c'est un des plus beaux théâtres de Paris, et il a longtemps été dirigé par celui dont voici la voix. Dire de ma part à cet imbécile que la publication à l'annuaire n'est pas obligatoire. Pierre C'est sympa Freinet. de faire de publicité. Pierre Freinet, qui a été un grand comédien dont on reconnaît la voix entre mille, a dirigé ce théâtre avec Yvonne Printemps. Et moi, je me souviens d'une de mes premières interviews à la Michaudière. Il y avait Pierre Freinet et Yvonne Printemps, qui était sa femme, qui l'insultaient sans arrêt. Disant, mais qu'est-ce qu'il est con de dire ça, c'est pas possible. Ça durait en permanence, c'était épouvantable. Et lui, il baissait les yeux, mais quand il est mort, eh bien, elle ne s'en est pas remise. Elle avait perdu son mari, son amant et son souffre-douleur. Et la loge Yvonne Printemps existe encore au théâtre de Bien la sûr. Michaudière. C'est la seule qui n'a pas été refaite et elle est ça, encore là. cette génération de Pierre Freinet, Yvonne Printemps, ça vous a marqué ou pas du tout? C'est totalement Non, oublié. moi, je suis arrivé après. Moi, Oui. je suis arrivé sur la fin de ça. Alors, vous parliez de Chat en poche, vous l'avez joué 1 an plus tôt, et c'est une pièce qui vous a donné, je crois, votre seule nomination au Molière, Arthur Jugnot. Tout à fait. Et j'étais très heureux. J'étais minot et je m'y attendais pas du tout. Et puis je reçois un coup de fil de Marie-France Mignal, qui est la directrice du théâtre, qui me dit: Arthur, je te félicite. Et je dis: mais pourquoi? T'étais là hier. Elle me dit: non, mais les Molières m'ont appelé, t'es nommé. Et donc, je sais pas, j'avais 25 ans, je sais plus quel âge j'avais, mais et tout d'un coup, j'étais très heureux et très heureux d'avoir la reconnaissance des pairs, forcément. Voilà. Alors, il faut savoir que Chat en poche, il y a eu une version très particulière avec Thierry Leluron qui l'a joué. Ouais. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il l'a joué à Amboise pour une seule raison. Le maire d'Amboise, c'était Michel Debré, qui l'avait aidé à se faire réformer au service militaire. Et c'était un remerciement. Et c'est pour ça qu'il a joué cette pièce D'accord. à Amboise et ensuite à Paris 60 fois. Comme quoi. Ouais, c'est rigolo. Alors, il y a le théâtre et puis il y a le cinéma. Et le cinéma, ça démarrait surtout avec une complicité familiale, encore votre père Gérard Jugnot, avec Meilleur espoir féminin. Vous avez un tout petit rôle. D'ailleurs, on a dit que ce film était réussi car Jugnot avait tout maîtrisé. Et c'est une leçon que je crois vous avez reprise. De tout maîtriser? Oui. Je crois que de tout maîtriser, c'est surtout la seule façon de pouvoir être sûr de gérer ses projets et de les mener à bout. Moi, je suis devenu... je produis au théâtre, je diffuse, j'ai des théâtres, j'ai une boîte de tournée, mais c'est quand on maîtrise les étapes de fabrication, de diffusion, d'édition, on est maître de ses choix artistiques, sinon on dépend toujours de quelqu'un. Bien sûr, mais là, avec Gérard, vous avez débuté au cinéma, je reviens là-dessus, et vous avez pratiquement tourné dans tous les films de votre père, mais non pas parce que vous êtes son fils, mais parce qu'il a toujours trouvé une solution pour travailler avec vous. Non, en fait, pour le coup, avec mon père, j'ai souvent fait des panouilles dans ces films, parce qu'il y avait une volonté justement de ne pas me mettre en avant et de pas me donner de gros rôles pour justement pas le côté attention, regardez, je vous envoie mon fils. Et en même temps, s'il m'embauche pas moi, on se dit même lui il embauche pas son fils. Donc c'est un rapport un peu compliqué. Donc ça le faisait plaisir qu'on travaille ensemble. Donc dans ces films, je faisais 2 jours là, un petit truc, une petite scène rigolote. Donc j'ai fait ça dans Batignolles, dans Le Rose et Noir. Enfin voilà, j'ai des petites panouilles, mais on n'a jamais fait de gros films ensemble. Oui, vous avez dit un jour, c'est un accélérateur, le fait d'avoir un patronyme célèbre. Tout va plus vite, on est reçu plus vite, mais on est jeté plus vite. Ouais, les gens se souviennent de vous. Donc moi, c'est sûr, si là tout d'un coup je deviens fou et que je brûle ce studio, que je ne ferai pas parce que vraiment il n'y a absolument aucune raison. Non. Mais on se souviendra de mon nom et on saura que c'est moi. Alors que si c'est Jean-François Marche-Arrière, qui n'a pas fait une grande carrière, peut-être qu'on oubliera, on dira c'est le mec qui a brûlé, mais on ne se souviendra pas forcément de son nom. Oui, enfin vous n'avez pas besoin de mettre le feu au studio. Non, mais vous avez le feu sacré et Merci. le feu sacré de la passion, parce que le nombre de films où vous apparaissez, mais vraiment en quelques jours, est incroyable. Vous n'avez jamais eu un grand rôle au cinéma. Vous avez joué avec Isabelle Mergo, vous avez fait plein de télévisions. C'est des rôles très variés à chaque fois, Arthur Jugnot. Oui, c'est aussi des rôles, en étant très honnête, c'est des rôles aussi qui sont compatibles avec mes emplois du temps de théâtre, parce que moi je suis tout le temps au théâtre, je suis en tournée, etc. Et là, en ce moment, je tourne 2 téléfilms et il y en a un deuxième, ils m'ont appelé, les dates collent pas. Enfin voilà, on essaye, mais c'est compliqué pour moi.
au théâtre, j'ai le choix. Je monte des belles pièces, j'ai des super rôles. Enfin, je suis très heureux, mais tout se fait très en avance. Alors que voilà, quand on tourne une série, on nous appelle 2 mois avant en disant tiens, c'est possible. Et donc, vu que je suis très pris sur très longtemps, c'est un peu compliqué que ça goupille bien. Donc, c'est des choix. Autant tous mes choix théâtraux sont forcément menés par l'artistique et la passion, autant audiovisuel, c'est aussi ce qui colle. Alors, bon, je ne ferai pas quelque chose que j'ai pas envie de faire, mais c'est voilà, il faut que ça colle. Voilà. Et ce qui a collé aussi, c'est la voix dans un dessin animé, B-Movie, Drôle d'abeille. Vous faites un personnage, ça c'est quelque chose aussi. Ouais, c'est Julien Kramer, qui est un directeur de plateau, qui fait plein de choses, qui m'avait appelé, qui est un copain qui m'a dit tiens, tu veux faire ça? Et donc ça m'a amusé beaucoup. Voilà. Je le salue d'ailleurs. La version originale de ce dessin animé, les voix, c'est René Zellweger quand même, hein, qui a joué quand même un film célèbre. Et puis il y a Jerry Seinfeld, qui est le roi du stand-up aux États-Unis, la série la plus célèbre du monde. Le stand-up, c'est pas votre truc finalement, vous avez d'autres choses. Non, c'est pas ma culture. J'ai fait un seul en scène il y a quelques années, et au début, ça partait un peu en stand-up, et en fait, très vite, j'ai rajouté des personnages, des vidéos, des interactions, de la magie, parce que mes goûts à moi de spectateur, j'aime quand il y a des surprises visuelles, genre, voilà, les spectacles linéaires m'ennuient un peu, et le stand-up, alors après, il y a quelques-uns qui s'en sortent admirablement bien, mais je suis plus fasciné par un humoriste qui va me surprendre que quelqu'un qui va tout faire à plat et juste raconter des blagues. Voilà. Et d'ailleurs, les stand-uppers, maintenant, ils disent plus je vais faire un spectacle, ils disent je viens faire des blagues dans votre ville. Ouais. C'est vraiment, c'est drôle, hein, mais c'est pas c'est générationnel, mais c'est voilà. Donc vous avez fait d'autres choses, on en parle avec une autre date, le 28 août 2012. À tout de suite sur Sud Radio avec Arthur Jugnot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Arthur Jugnot. Nous parlerons tout à l'heure de Saint-Exupéry, le mystère d'aviateur, une pièce très originale au Splendide. Et là, on arrive au 28 août 2012. C'est l'ouverture officielle des Béliers parisiens, le théâtre que vous dirigez. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est une surprise parce que, bon, vous êtes encore très jeune et vous dirigez un théâtre, ce qui est un risque, Arthur Jugnot. Oui, alors déjà, je ne suis pas tout seul, on est 4 associés, et puis on avait depuis 2006 le Théâtre des Béliers à Avignon, oui, avec mes 3 associés, et puis on a eu l'opportunité de reprendre le Suden, qui était le théâtre de Raymond Acquaviva, où il a sa fameuse école de théâtre. Et voilà, on a changé l'enseigne pour appeler ça le Théâtre des Béliers parisiens, et on s'est lancé. Voilà, il faut savoir que Raymond Acquaviva est un comédien qui a été entre autres à la Comédie Française, ouais, grand comédien, et qui a débuté dans l'école des femmes de Molière aux côtés d'une autre débutante qui était Isabelle Adjani. Oui, bah, tous ces débutants comme quoi. Alors, le bélier, au départ, dans la mythologie grecque, c'est une constellation qui représente le bélier chevauché par Phrixos, dont la toison d'or a inspiré la saga de Jason. Mais vous, c'est pas du tout ça. Alors, nous, c'est vraiment... il se trouve que le théâtre qu'on a racheté à Avignon s'appelait le Théâtre des Béliers. Avant, il s'appelait le Théâtre du Bélier. Après, l'ancien propriétaire a changé pour appeler ça le Théâtre des Béliers, parce qu'il avait 2 fils qui étaient béliers. Et vu qu'on était des fonceurs avec mes associés, on nous a appelés les Béliers, parce que voilà, on enfonçait des portes pour pouvoir monter nos projets. Et il se trouve que maintenant j'ai un petit garçon, et le hasard des choses fait qu'il est Bélier, donc je peux vraiment complètement mentir et lui dire regarde, j'ai appelé ce théâtre comme ça pour toi. C'est un beau mensonge. Je pense qu'il vous croira pendant quelques années. Oui. Alors, c'est une aventure un peu comme le Splendide. C'est au départ c'est un théâtre que vous avez entièrement refait. Il a fallu investir pour trouver de l'argent, pour qu'il y ait les moyens techniques. Je crois qu'il y a un plateau énorme, une salle de 190 places. C'est pas n'importe quel théâtre, Arthur Jugnot. Oui, alors encore une fois, c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur les goûts de mes spectacles. C'est-à-dire que nous, on aime les spectacles qui ont des gros décors, on aime des moyens techniques, on aime voilà, les surprises visuelles, et vu qu'on a une jauge relativement petite pour Paris, 190 places, il fallait qu'on puisse offrir autre chose. Et à Avignon, notre force, c'était de faire des spectacles techniquement qui
qui rentraient pas ailleurs, et avec des vidéos, des régisseurs extrêmement bons, et un suréquipement technique par rapport à la jauge. Et on a décidé de faire pareil. Donc on a repris la salle, on a rajouté, bon après, ça va être technique, mais on a rajouté plein de lignes, on a changé tout le système son, lumière, etc. De machinerie pour pouvoir justement recevoir ou créer des spectacles ambitieux. Ouais, un investissement qui vous rapporte le bonheur d'être chez vous, parce que finalement, quand on fait ces métiers-là, être chez soi, répéter ses spectacles chez soi, programmer ce qu'on veut, c'est un privilège, Arthur Jugnot. C'est un privilège énorme, ce que je disais tout à l'heure sur la liberté, c'est-à-dire que mon seul maintenant la seule variable de mon bonheur, c'est juste si les gens viennent ou pas. mais au moins on peut créer. Et c'est vrai qu'un artiste qui montre pas ses œuvres ou son travail, c'est un artiste frustré, parce qu'on fait ce qu'on fait pour le partager. Donc voilà, au moins j'ai cette outil de diffusion qui est formidable. Oui, mais qui demande beaucoup de travail, parce que non seulement il faut diriger le théâtre, mais il faut produire les spectacles, et il faut les voir, il faut trouver. C'est pas simple. Ouais. Alors après, on est un théâtre producteur, donc on crée, on lit, on crée les pièces, etc. Mais oui, c'est sûr que c'est un travail de taulier, comme on dit. C'est un travail aussi de producteur, parce qu'on crée des spectacles. Et après, comme dans toutes les boîtes, faut gérer les gens, les salariés, etc. La crise du Covid, le chômage partiel. Enfin voilà, on est comme sur une petite PME, quoi. Oui, mais ça veut dire non seulement jouer, écrire, mettre en scène, mais travailler beaucoup pour ça. Oui. Alors encore une fois, j'ai vraiment une équipe béton. Oui, mais il faut quand même assurer tout. Oui, il faut. En tout cas, je suis responsable s'il y a un problème. Il y a quelqu'un qui vous doit énormément, je crois, Arthur Jugnot, c'est Alexis Michalik. Alors, il se doit. Oui. Moi, je lui dois beaucoup aussi. Oui. Mais disons que je fais partie des gens qui l'ont découvert, si je puis dire, au début. Mais je pense qu'il aurait trouvé un autre moyen de percer, parce qu'il a un talent fou. Mais il avait monté un petit spectacle à Avignon. Et je suis allé le voir dans une petite salle. Enfin, il y avait un bout de drap comme décor. Il faisait la caisse eux-mêmes. Et j'ai eu un coup de cœur énorme pour sa troupe, pour son spectacle. On l'a produit. Le porteur d'histoire, je crois. Non, c'était La Mégère à peu près apprivoisée. Oui. Voilà. Et grâce à ça, on l'a. On l'a mis dans les rails du théâtre privé. Il a rencontré son associé maintenant. Benjamin Belcourt, et puis il a créé le porteur d'histoire dans notre petite salle au Bélier, et puis ça joue maintenant encore chez nous à Paris, depuis ça fait des années. Et donc voilà, j'aime à dire, et cette petite fierté de dire que je suis partie des gens qui l'ont un peu poussé au départ, mais voilà, c'est comme une bonne bagnole. Si c'est pas moi qui l'ai démarré, quelqu'un d'autre l'aurait démarré, elle serait partie toute seule. Oui, mais encore faut-il avoir un instinct pour se dire ça, c'est exceptionnel. C'est pas si courant aujourd'hui, Arthur Jugnot. Peut-être. Après, je pense que c'est quand même. Moi, je suis le spectateur. Donc l'instinct, c'est l'instinct du créateur qui est plus fort. Enfin, voilà, mais bon. Non, mais en même temps, vous êtes une exception dans le monde du théâtre, parce qu'aujourd'hui, les théâtres parisiens, ce sont des groupes gérés par des financiers où l'on trouve plus de parapheurs que de manuscrits. Oui, elle est jolie cette phrase. Bah oui, il y a beaucoup de. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de groupes. Il y a eu des bulles spéculatives sur les lieux. Bon, là, ça se calme un peu depuis le Covid, mais c'est important que le théâtre reste quand même de l'artisanat. Et d'ailleurs, les théâtres qui fonctionnent à Paris, qui appartiennent au groupe, ils ont compris, ils ont laissé des artisans aux commandes, parce que le théâtre, c'est pas un algorithme. Il n'y a aucun algorithme qui peut dire tiens, ce spectacle-là va marcher, celui-là va marcher. On travaille avec des artistes qui ont parfois des frénésies, des égos, donc il faut gérer l'humain énormément, et donc c'est plein de choses. C'est sentir voilà, moi un môme qui sort d'une grande école, il saura pas gérer un théâtre. Il saura gérer les finances, peut-être les gens, etc. Mais gérer des artistes, c'est un vrai travail. Et là encore, Arthur Jugnot, vous avez appris le métier sur le terrain.
Pas dans Oui, une école. oui, bien sûr. Mais comme tous les grands directeurs de théâtre, je dis pas que je suis un grand directeur de théâtre, mais c'est que de l'expérience, c'est produire des spectacles, c'est se viander, c'est tout d'un coup en faire marcher un, se dire ah mais pourquoi, ah c'est ça, et de se dire bah non on s'est trompé, et puis au fur et à mesure c'est l'inconscient, c'est le feeling quoi. C'est pourquoi est-ce que nous entre guillemets on produit les pièces à peu près toujours de la même façon, on fait à peu près toujours la même communication, et il y en a qui cartonnent et d'autres pas, donc ça prouve bien que c'est quelque chose d'impalpable, et c'est ça qui fait la beauté de tout ça. Mais effectivement, l'instinct est important. Le plus célèbre des directeurs, c'était Léon Volterra, qui a créé le Casino de Paris et beaucoup d'autres salles à Paris. Il est arrivé, il était ouvreur à l'Olympia, il ne savait ni lire ni écrire quand il a pris son premier théâtre, et il signait X d'une croix ses premiers contrats. Ouais. Et ça l'a pas empêché de créer des choses extraordinaires. Ouais, mais c'est la beauté de ces métiers. C'est aussi, voilà, on parle d'un ouvreur, mais moi j'avais un ouvreur chez moi, par exemple, qui s'appelle Christopher Bayemi, et qui était ouvreur chez moi. Et puis il était hyper sympa. Il avait un truc avec les spectateurs. Moi, je l'ai embauché sur une petite pièce. Il a joué avec moi. Et puis maintenant, c'est le premier rôle de la série sur Luther sur TF1. Et voilà, c'est la magie de ce métier, c'est qu'on peut tout d'un coup, en étant ouvreur, se retrouver à être le premier rôle sur une saga chez TF1. Et ce qui le guide et ce qui vous guide aussi, c'est la passion, Arthur Jugnot. Ah bah c'est que ça même, c'est que ça, parce que là on parle des choses positives, mais aussi un spectacle qui marche pas, c'est des crampes au bide, c'est des remises en question énormes. Un succès nous paraît normal, parce que vu qu'on a travaillé beaucoup, on estime que c'est bien, et en même temps la moindre critique vous assassine. Donc c'est énormément de travail et énormément parfois de doutes, de souffrances, de peur. Donc s'il n'y a pas la passion, on fait autre chose, vraiment. Ouais. Alors, vous faites aussi de la mise en scène, ça, on va en parler, mais il y en a une des premières au Théâtre des Béliers, c'était Pour 100 briques, il y a plus rien, pour 100 briques, t'as plus rien maintenant, qui était au départ une pièce de théâtre de Didier Caminca, ensuite un film avec Gérard Jugnot et Anémone, et vous avez repris le flambeau. Ouais, alors c'est pas une des premières pièces, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup d'avant. Mais mise en scène par vous, si, au Bélier. D'accord. Voilà. Mais c'était pour une captation en fait. La pièce, elle n'a pas été exploitée au Bélier. C'était pour C8, on avait monté ça. Mais oui, c'est-à-dire que c'est bah voilà, avoir un objet comme ça, tout d'un coup, on s'amuse, et on monte des pièces, on en remonte d'autres. Voilà. Il y a eu aussi une pièce d'après un texte de Gérard Lauzier, À gauche en sortant de l'ascenseur. Ouais, ça on l'avait monté en tournée. Et c'était Stéphane Plaza qui faisait le rôle principal. Et au début, vraiment, mais tout le monde m'a dit mais pourquoi tu fais ça? Mais ça marchera jamais, c'est pas possible. Et puis on est allé au Théâtre Saint-Georges. Personne voulait y aller. On était 8 producteurs parce que personne voulait produire. Donc tout le monde avait mis un peu de billes, ça coûtait quand même un peu de sous. Et le spectacle a fait un triomphe absolu. Il a été repris au Bouffe Parisien, puis après repris, puis une deuxième tournée. Puis les Bouffes ont voulu que je remonte une pièce avec Stéphane. Et maintenant, Stéphane et tout le monde essaye de l'arracher pour l'avoir dans son théâtre, parce qu'il a une telle cote de popularité. Il est tellement sympathique que les gens veulent absolument le voir au théâtre. C'était une très belle aventure. Oui, mais là aussi, il fallait y penser à Stéphane Plaza. Oui, alors là, c'est pas moi qui ai pensé. Pour le coup, c'est Boris Soulage, qui est un producteur, qui était le producteur de la tournée au départ, et qui est un copain que j'aime beaucoup. Il me dit, écoute, j'ai cette idée un peu saugrenue, mais je sais pas, on parlait de feeling tout à l'heure. Voilà, il a eu le feeling, il s'est dit, je le sens bien. Ça devait être vraiment qu'une tournée, et il y a eu un tel engouement en province, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on la tente à Paris, quoi. Et Gérard Lauzier, vous l'avez pas connu, je crois qu'il a disparu. Ah non, je l'ai pas connu. Et ben, c'était un garçon extraordinaire, mais qui avait un défaut. C'est-à-dire, quand il faisait ses bandes dessinées, les textes dans les bulles, il y avait une faute par mot. C'est vrai. Il est incapable, et les correcteurs devenaient fous lorsqu'il faisait ses BD, puisqu'il fallait reprendre tous les textes avec sans faute d'orthographe. D'accord. Alors, finalement... Mais oui. c'est drôle, parce que moi, je tairai les noms, mais il y a des grands auteurs qui font des triomphes, qui m'envoient des textos vraiment où il y a 17 fautes d'orthographe dans le texto. Seulement? Donc ça doit être un truc d'auteur, ça, de pas savoir écrire. Alors finalement, il y a aussi les fictions télé, vous faites des apparitions. Vous êtes tout sauf un père tranquille, et vous n'arrêtez pas, et je crois que vous continuerez comme ça. Il y a des chances. J'essaye un peu de me calmer, mais quand je me dis
dès que je suis un peu calme, je dis oh là là, et puis quand j'ai trop, je suis fatigué. Mais après, la paternité fait qu'on est quand même obligé de se bloquer un peu, un peu de temps pour profiter de son enfant. Mais en même temps, vous ne regrettez pas d'avoir fait ce métier? Non, pas du tout. Et puis si non, mais je changerais sinon. Ouais. Mais non, moi ce que j'aime, c'est les expériences. Enfin, Expérience, on va en parler justement avec une autre date, le 25 août 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Arthur Jugnot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Arthur Jugnot, 25 août 2021, première au Splendide de Saint-Exupéry, Le mystère de l'aviateur, une pièce que vous avez écrite avec Flavie Péan, et une pièce qui est partie d'une anecdote authentique. On a retrouvé la gourmette de Saint-Exupéry. Oui, c'est-à-dire qu'on a retrouvé ça. Donc Saint-Exupéry, pour resituer quand même, voilà, en 44, il part faire un dernier vol. Il pensait pas que c'était son dernier vol. Il part et il disparaît au large des côtes françaises. Et là commence le grand mystère sur la disparition de Saint-Exupéry. Est-ce qu'il s'est scratché? Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il s'est fait capturer? Est-ce qu'il est parti retrouver une maîtresse et changer de vie? Enfin voilà, il y a eu tout plein de théories autour de Saint-Exupéry. Et en 98, donc plus de 50 ans après sa disparition, un pêcheur au large de Marseille retrouve sa gourmette. Et donc je passe les étapes parce que... Attendez, on va écouter sa voix justement de ce pêcheur, on dirait Jean-Claude Bianco. Voilà. Il me dit Jean-Claude, j'ai trouvé une gourmette. Ah bon, j'ai dit, elle est en or, c'est elle est en or, on a gagné la journée. Il me dit non, il me dit, elle est en argent, il y a quelque chose marqué dessus, mais je vois pas ce que c'est. Ouais. Il me tend la gourmette, je mouille mon doigt, puis je frotte. Du coup apparaît Antoine. Voilà. Alors, on se croirait dans du Pagnol, parce qu'en plus, il explique que Antoine, c'est un prénom qu'il déteste, et son second prénom, c'est un prénom de con. Il veut l'offrir à son petit-fils, et quand il dit à son adjoint, c'est Saint-Exupéry, l'autre lui fait, qui sait? Voilà. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, il y a cette étape incroyable de retouverte de la gourmette. Grâce à ça, il retrouve l'avion. Ça prend des années, hein, mais je raccourcis. Il retrouve l'avion, et grâce à à la localisation de l'avion et les bons rapports entre la France et l'Allemagne 50 ans après, il retrouve, grâce aux homologues allemands, l'aviateur qui a tiré sur cet avion. Ils vont le voir, et là, l'homme s'effondre et dit « mais c'est pas possible, moi, Le Petit Prince, c'est mon livre de chevet », et il fait une conférence de presse en disant « si j'avais su, j'aurais pas tiré ». Et je trouve cette anecdote tellement incroyable que je me mets à fouiller sur la vie de Saint-Exupéry. Et comme tout le monde, je connaissais Le Petit Prince, tout ça, mais je connaissais pas bien sa vie. Et tout d'un coup, j'ai lu plusieurs biographies, des articles, des documentaires, etc. Avec Flavie, il faut qu'on écrive un truc autour de ça. Et on se rend compte que sa mort est passionnante, sa disparition, sa vie encore plus. Enfin, il a eu une vie mais dinguissime. Et donc on se dit, on va se servir de cette histoire, son histoire, et pour essayer de faire un parallèle avec une histoire contemporaine aujourd'hui, et voilà, pour que sa vie, son œuvre a bouleversé des gens et des vies, et on voudrait que sa vie fasse la même chose. Voilà. Flavie Péan, je crois que vous aviez tourné avec elle il y a bien des années dans Grande École. Un film. Tout à fait. Voilà. Et qui est un film d'un garçon. Enfin, c'était un conflit de génération. Et donc, vous travaillez avec elle. Et vraiment, on voit à travers ce spectacle la vie de Saint-Exupéry qui défile aujourd'hui à travers un adolescent qui enterre son grand-père. C'est ça, voilà. En fait, ça part d'un ado qui est en rébellion avec son père. Voilà, parce que. C'est classique aujourd'hui. Oui, classique. Ouais. Le môme pense qu'à prendre son portable et à chatter avec ses potes. Et tout d'un coup, le père lui dit bon, stop, on arrête tout. Et un peu comme aujourd'hui, quelqu'un pourrait raconter l'histoire d'Indiana Jones pour essayer d'enlever le portable de la main d'un môme et dire tiens, regarde, je vais te raconter des histoires passionnantes et essaye d'avoir une ouverture sur le monde. Il va commencer à lui raconter l'histoire de Saint-Exupéry. Et au début, ce môme qui est en rébellion, qui ne peut pas supporter son père, va se faire happer par cette histoire, et avec plein de parallèles et des surprises. Oui, qu'on ne va pas dévoiler. Mais David Sardou joue Saint-Exupéry. Tout à fait. Et il s'est complètement mis dans la peau de Saint-Exupéry, Arthur Jugnot. Ben oui, il lui ressemble d'ailleurs. Il est un peu plus petit, mais oui. En plus, quand j'ai appelé David pour lui proposer la pièce, il était fou de joie parce que
Il me dit, mais moi j'adore Saint-Exupéry et ça fait longtemps que je me dis, tiens, j'aimerais bien le jouer. Donc c'est vrai que j'ai eu pas grand-chose à faire finalement, parce qu'il s'était déjà préparé, et après c'était une sculpture à peaufiner, et c'était très agréable. Voilà, il faut savoir que Le Petit Prince, que tout le monde connaît, c'est aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu un sondage, le livre le plus vendu dans le monde dans l'histoire de la littérature. Alors c'est plus de 145 millions d'exemplaires. Exactement. C'est énorme. Après, c'est le deuxième livre après la Bible. Voilà, donc c'est tellement fort qu'on a oublié la vie de Saint-Ex, qui a 12 ans est sur les terrains d'aviation et connaît tout déjà. Ouais, et il fait cette chose absolument dingue, c'est dans la pièce, mais comme beaucoup de ses anecdotes, c'est-à-dire qu'il décide de se payer un baptême de l'air, mais sans prévenir sa mère. C'est-à-dire que tout d'un coup, sa mère n'est pas au courant, et il dit à l'aviateur, si, bien sûr, c'est ma maman qui m'a dit que je pouvais. Enfin, et toute sa vie ressemble à ça. Il a été guidé par cette passion de liberté, d'aventure et de vol. D'ailleurs, il aurait pu ne pas être aviateur, mais marin, car il a été refusé à l'école navale pour un problème de français. Il a été refusé à l'école navale, et ça, c'est assez incroyable. Mais toute sa vie est incroyable. C'est-à-dire qu'il est devenu commercial à un moment, parce que enfin, voilà, il a eu plein de déboires. Finalement, il a été dans l'Aéropostale. Il a fini par sauver aller faire des missions de sauvetage pour des gens qui s'étaient scratchés dans le désert. Qui lui a valu la Légion d'honneur, d'ailleurs. Et ça a été un homme incroyable. Il s'est scratché de nombre de fois. Il a fini avec un bras mutilé, les gens ne savent pas, mais il pilotait avec un seul bras. Sa vie est absolument incroyable. Oui, d'ailleurs, il disait, comme Mermoz, que la mort, mourir dans son lit, c'est ce qu'il y a de plus grave. Ouais, c'est comme un héros, les héros, un aviateur, tout ça. C'est sûr que voilà, mourir dans un lit, ils font pas ça pour ça. Alors, le mystère de l'aviateur, on va en reparler, mais surtout dans cette pièce, vous évoquez aussi le point de départ de l'Aéropostale, car il a été, avec Mermoz, un pionnier de l'Aéropostale, Saint-Exupéry, Arthur Jugnot. Oui, tout à fait. J'adore. Je raconte juste cette anecdote parce que elle est extraordinaire. Il y a un moment où, avec André Prévost, qui était donc son mécanicien, mais c'est l'équivalent d'un copilote d'aujourd'hui, il a fait les 400 coups avec lui, et à un moment, on leur offre un bébé lion à Dakar, je crois. Je dis peut-être, je sais plus où c'était, en cadeau. Et le bébé lion dans l'avion, tout d'un coup, évidemment, il n'était jamais monté dans un avion, donc il panique et il commence à griffer, à sauter sur André Prévost. Donc Saint-Exupéry, voilà, mais les coups de manche et fait valdinguer l'avion pour que le lion s'assomme dans la carlingue. Enfin voilà, c'est-à-dire que c'est... Mais des anecdotes, il y en a mille. Et il faisait de la magie aussi. Oui, il faisait de la magie. Il faisait de la magie. Pour justement, il faisait de la magie pour pouvoir reconnaître voilà, les esprits cartésiens, ceux qui voulaient savoir et ceux qui pouvaient garder leur âme d'enfant. Et quand j'ai appris ça par rapport au Petit Prince, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Oui, et l'Aéropostale, il faut savoir que c'était transporter le courrier, mais le rêve au départ de ceux qui l'ont créé, c'était de transporter des passagers. C'est-à-dire que c'est les pionniers de l'aviation civile. De l'aviation civile, bien sûr. Vous parlez aussi de Jean Mermoz, qui a été très important dans sa vie. Ouais. Alors, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est une époque tellement incroyable, il y a tellement de choses à raconter que il faut essayer de pas être hors sujet, etc. Mais on évoque, en fait, c'est une anecdote assez folle sur pas tellement sur la vie de Jean Mermoz, mais après sur sa mort. C'est-à-dire qu'il y a un film qui a été tourné, il est mort bien avant la guerre, Mermoz, mais il y a un film qui a été tourné pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, sur Mermoz, et l'acteur qui jouait Mermoz a été emprisonné par la Gestapo parce qu'il était gay, et sauf qu'il restait encore des jours de tournage à faire, et donc ils ont embauché un autre acteur qui tournait toutes les scènes de dos pour le remplacer, et ils sont allés, donc il était à Drancy, au camp de Drancy, et ils ont mis une perche au-dessus entre les barbelés, et ils lui ont fait faire une post-synchronisation, enregistrer sa voix qu'ils ont mis sur l'autre acteur. Et ça, j'ai trouvé ça dingue. Et ils sont même pas allés chercher. Et après, il a fini en camp de concentration. Il est mort, l'acteur. Enfin, j'ai trouvé cette anecdote tellement folle
voilà, elle est dedans. Enfin voilà, Ouais. on raconte plein de choses assez passionnantes sur l'époque. Alors justement, Mermoz, il y a une anecdote qu'on connaît peu. Quelque temps avant de disparaître, il va à Paris dans un théâtre, dans un cabaret, et il découvre la môme, Piaf. Et alors que tout le monde l'insulte, il lui offre des fleurs, il l'invite à boire une coupe de champagne, et il a failli y avoir une histoire entre Piaf et Mermoz, mais lui, galant, en voyant qu'elle était un petit peu dévergondée, il lui a fait un baise-main, il est parti sans dire son nom. Elle a appris le lendemain, quand elle a reçu un autre bouquet de fleurs, que c'était Jean Mermoz. Comme quoi. Ah bah, je ne la connaissais pas. Ça. Alors, il y a aussi, vous évoquez aussi les amours de Saint-Exupéry avec Consuelo, qui a été une étape importante de sa vie. Ah oui, une étape très importante de sa vie et une étape importante aussi pour le Petit Prince. Oui. Mais C'était sa rose. C'était sa rose. Oui, c'était sa rose. Et bon, en même temps, il avait une vie conflictuelle. C'est quand même pas facile d'être la femme d'un aviateur qui passe sa vie dans les airs et où les avions étaient moins sécurisés que maintenant. Mais et puis voilà, comme tous ces gens hauts en couleur, donc on parle de leur amour, de leur voilà, on rentre pas trop dans leur vie privée tumultueuse, mais on sent que ça a été compliqué. Et ce que vous ne savez pas, je pense, Arthur Jugnot, c'est que quand Saint-Exupéry a disparu, il y a un ami qui l'a consolé pendant des années. Cet ami, c'est Henri Verne, le créateur de Bob Moran, qui vient de disparaître, qui a été le meilleur ami de Consuelo, son confident pendant des décennies. D'accord, ah ben Ouais. je ne savais pas. Et Bob Moran que vous évoquez d'ailleurs dans ce Tout à fait. spectacle. Alors, vous évoquez aussi sa mort. Il y a différentes hypothèses, on n'en parlera pas. Mais c'est vrai que pendant des années, il y a eu des tas d'hypothèses et que vous les reprenez dans ce spectacle, Arthur Jugnot. Oui, c'était pour, à la manière d'une enquête, pour pouvoir. On voulait pas faire un Wikipédia sur Saint-Exupéry, donc on le tourne un peu aussi comme une enquête en disant est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, et il fallait passionner ce môme justement qui recherche jusqu'à ce que voilà tout ça serve à quelque chose. Oui, alors en même temps, il n'y a jamais eu ce genre de spectacle. Il démarre pour l'instant au Splendide. Il peut aller très loin. Il peut faire le tour du monde étant donné la notoriété de Saint-Exupéry. Car c'est le seul spectacle du genre sur Saint-Exupéry. Alors, il se trouve qu'il y a un autre spectacle sur Saint-Exupéry au Petit Montparnasse, mais qui n'est pas sur sa vie, qui est sur Oui. le moment où il écrit Le Petit Prince. Mais il y a une grosse comédie musicale en Espagne qui s'appelle Antoine, qui je ne l'ai pas vue, mais qui parle de sa vie aussi. Mais je ne sais pas, c'est le hasard des moments. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais vu d'œuvre sur lui, enfin théâtrale. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que voilà, les gens ont envie de parler de lui. Donc, mais espérons que ça fasse le tour du monde, bien sûr. Oui, en tout cas, ce spectacle mérite Dans un avion. d'être vu et revu, de prendre son envol, si j'ose dire. Tout à fait. Ça s'appelle Saint-Exupéry, le mystère de l'aviateur. Vous l'avez écrit avec Flavie Péan. Il y a toute une troupe avec David Sardou dans le rôle de Saint-Exupéry. Une aventure de plus avant beaucoup d'autres. J'espère. Voilà. En tout cas, c'est au Splendide. Je recommande à celles et ceux qui nous écoutent de venir le voir et de l'applaudir. Il le mérite. Merci Arthur Jugnot et puis à bientôt. Parce que... J'espère. Merci Jacques. Tous les 5 ans, on se voit. Oui, mais puis peut-être avant, parce que Sud Radio, c'est un peu votre seconde maison aussi. C'est vrai. Je salue ma maison. Voilà. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.